On va parler des télescopes, des caméras puis des cibles. Ça fait que c'est quoi la focale? Je sais que vous avez souvent entendu parler de c'est quoi le seeing ou c'est quoi l'échantillonnage. OK, ça, c'est des termes un petit peu plus techniques. Peut-être qu'on va passer un petit peu plus vite là-dessus. Puis c'est quoi la différence entre une caméra CCD, là, une one-shot color, puis une DSLR, puis tout ça? Pourquoi? C'est quoi les différences avec une monochrome? OK? On va essayer d'expliquer ça rapidement. Ça va? Je ne sais pas si c'est des questions qui vous interpellent. Le OSC, je ne sais pas c'est quoi, mais One Shot Color. Ça, One Shot Color, c'est comme une DSLR. Ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre. Tu prends une photo, puis c'est couleur, en partant. OK? C'est pour ça qu'ils appellent ça One Shot Color. Parce qu'il y a des caméras CCD qui sont couleur. Il y en a. Mais c'est comme une caméra DSLR. C'est pareil. OK? Bon. La focale, en gros, c'est ce qu'on appelle, c'est le zoom, OK? Sauf qu'on aurait pensé que... Souvent, on voit ça sur les lentilles, là, 28 mm, 50 mm. Vous voyez ça sur vos lentilles de caméra, OK? En gros, plus la focale est basse, plus le chiffre est petit, plus on voit grand, OK? Fait qu'on voit ici une lentille de 28 mm, on voit tout le champ. Puis quand elle est rendue à 210 mm, ben on voit chacun des morceaux de bois en détail, mais on ne voit plus rien. Fait que plus la focale est grande, plus le champ est petit, moins on voit. Ça veut dire qu'on grossit l'objet. OK? C'est sûr qu'avec les télescopes, c'est pas des focales comme ça, là. Je veux dire, ça commence des fois à 200-300, on entend parler de 1 mètre, 2 mètres, c'est sûr, parce qu'on va aller chercher des objets qui sont petits dans le ciel, qu'on va grossir beaucoup, mais qu'on va voir juste une petite partie. Fait qu'en gros, la focale d'un système optique, ça détermine le grossissement, la magnification. OK? En astronomie, comme en photographie, plus la focale est longue, plus l'objet sera grossi. Mais moins on va voir large. OK? Plus ça va être un petit point qu'on va voir. Fait que quand on est rendu à 6 mètres, là, quand on regarde des planètes qu'on parlait hier, ben c'est sûr que Mars, là, il est petit en titi. Fait que, tu sais, on ne voit pas un grand champ, mais on essaie de le grossir beaucoup. Fait que là, je ne sais pas si je peux vous montrer comment la calculer, mais c'est plus ou moins important, là. OK? Ça fait qu'on ne va pas regarder ça, là. OK. Ça, c'est plus important, par exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que... Moi, j'ai un sensor qui est assez standard, là, qui est le sensor 8300, là, KF 8300, l'ASBIG 8300. Ça, c'est un sensor populaire. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carré de qu'est-ce que ça pourrait représenter. J'ai fait ça avec un logiciel de planétarium, là. Ça veut dire qu'est-ce qu'on pourrait voir. Fait que ça, ici, c'est la galaxie d'Andromède. Il y a beaucoup de monde qui aimerait ça la photographier. C'est une des premières cibles qu'on fait d'ailleurs quand on commence, là. Puis avec ce sensor-là, ce capteur-là, la grosseur du capteur, quand on a 500 mm de focale, c'est ce qu'on voit dans la... On est capable de cadrer presque tout l'objet. 500 mm de focale, c'est une petite affaire comme ça. C'est un télescope de 80 mm. Normalement, ça donne à peu près 500 mm de focale. Okay? Lorsque... Ça fait que c'est ça que je vous montre ici. Ce petit télescope-là, ça nous donne... En fait, il est 560. Là. Ça fait qu'il est juste un petit peu plus petit qu'il faut grossir juste un petit peu plus que 500. Vous comprenez? Là, après ça, il y en a beaucoup qui ont des lunettes de 4 pouces ici, des affaires à une focale de 1 mètre ou des choses comme ça, là, comme les lunettes 127, là, c'est pas Skywatch, c'est Explore Scientific 127, tout ça, c'est à peu près 1 mètre de focale. Fait qu'un mètre de focale sur Andromède, ça nous donne ça. Ça veut dire que si on a une Explore Scientific Andromède, on va juste pouvoir voir là, la partie du cœur. OK? Ça va jusqu'à date? Puis, ben, si on va avec des gros télescopes, comme moi j'ai un 11 pouces, un CPC-11 à F10 qui donne 2800 mm de focale, 2,8 mètres, ben, c'est tout ce que je vais voir avec ma caméra. Fait que ça, c'est important quand on choisit notre télescope. C'est comme les lentilles de caméra, on ne prend pas tout le temps la même lentille pour la même chose. Quand on fait le groupe, on prend une petite lentille qui voit grand. Quand on va filmer notre kid qui joue sur la glace, bien, on va prendre un gros zoom parce qu'on veut une focale plus longue pour aller chercher le détail à 100 mètres. OK? Fait que ça, il faut comprendre ça. Ça fait que plus le chiffre est grand, moins on voit gros dans le ciel. Mais plus ça grossit. Quand vous achetez un télescope, c'est marqué sur l'information. Oui, c'est marqué sur la lentille à l'intérieur. Okay. Comme ici, là. Oui, c'est 560. Oui, il est marqué. Ça va être marqué genre 80 mm à f7. Ça veut dire que si on fait 80 x 7, ça donne 560, c'est ça la focale. Écoutez-moi tout le monde, regardez pas sur vos ordi, écoutez ici. 80 mm, c'est le diamètre.
OK? Plus le diamètre est grand, plus vous avez de lumière, plus vous avez de résolution normalement dans un télescope. La longueur focale, c'est comme expliqué dans l'autre photo. Ben, on va y aller, là. C'est où est-ce que les rayons se concentrent ici. OK, vous avez le diamètre ici, le D. C'est marqué en avant 120 mm ou 110 mm ou 200 mm. Ça va-tu jusque-là? Un 8 pouces, c'est 200 mm. C'est ça. Un 10 pouces, c'est 250 mm. Vous allez plutôt, ça, c'est la base. En astronomie, un télescope, il y a un diamètre, il y a une longueur focale. La longueur focale, si la lumière rentre ici, elle est concentrée à un point qu'on appelle le foyer. C'est la distance entre ça et ça, la focale. C'est ça. Plus c'est long, plus ça grossit, moins vous pouvez aller chercher grand. Ben, vous allez chercher précis dans vos détails. Exemple, si vous voulez photographier Jupiter, ça va prendre une longue focale de l'ordre de 5000 mm et plus. Vous allez aller chercher la galaxie Andromède, comme il a montré. Ça prend comme 400 mm. 500 mm. Ou moins même. Plus large. OK? Est-ce que vous comprenez ça? Puis on choisit le kit, la focale, en fonction de l'objet qu'on veut photographier. Andromède, dans le ciel, il fait 5, 6, 7 fois la dimension de la pleine Lune. OK? Jupiter ne fait pas 7 fois la dimension de la pleine Lune. Fait que c'est pour ça qu'on choisit des différents objectifs en fonction de l'objet qu'on veut photographier. C'est pour ça que dans mon cas, moi, j'ai comme 3 télescopes. J'ai celui-là à 560 mm. J'ai même un réducteur de focale qui va le descendre à 440 pour essayer de prendre des objets comme Andromède ou des grosses nébuleuses qui sont très grandes, comme la nébuleuse de l'Amérique du Nord, qui est un très gros objet. Puis après ça, j'ai un autre télescope de 4 pouces qui a 1 mètre de focale. Puis j'ai un autre 8 pouces chez Chrétien qui a 1,6 mètre de focale. Ça me permet habituellement de prendre des galaxies, tout ça qui sont normalement petites et qu'on veut grossir beaucoup. Ça va? Non, 1,6 mètres. 1600. 1600. Ça, c'est une téléphoto. Okay? Ouais. C'est un petit télescope. 18-55 mm, c'est la longueur focale. C'est un petit télescope à les lentilles. Des constellations complètes. Ouais. À 18 mm, tu prends la Grande Ourse. La Voie lactée. La Grande Ourse au complet, Orion au complet. Quand on parle de longueur focale, c'est marqué dessus. Quand on parle de diamètre, c'est ça ici. C'est l'entrée de lumière. Puis le rapport focal, on prend la longueur focale divisé par le diamètre, F4, F5, F8, etc. Là, vous entendez souvent parler du seeing. C'est un maudit seeing, là. Ça les inquiète beaucoup, ça, là-bas, les planétaires. Nous, dans le ciel profond, ça dépend, là, mais quand on fait un petit kit qui prend large, c'est moins important. C'est plus permissif. C'est plus permissif. On va voir pourquoi. C'est quoi ça, le seeing? Le seeing, c'est la résolution d'un télescope est définie. Ça, c'est la résolution, c'est qu'est-ce qu'on est capable de séparer, OK? Ça fait qu'il est défini comme la plus petite distance angulaire détectable entre deux objets. En tout cas, c'est bien compliqué, là. Mais en gros, là, c'est si qu'il y avait des étoiles doubles dans le ciel, là. Il y en a qui sont loin de une, il y en a qui sont plus proches, OK? Mais à un moment donné, on n'est plus capable de séparer les deux étoiles. Ils ont l'air comme d'une étoile. OK, il n'y a plus de noir entre les deux, là. Mais ça, c'est la limite de résolution de votre télescope. Ça dépend du télescope, ça dépend d'un paquet d'affaires. Les plus gros télescopes avec une plus longue focale vont être capables de séparer plus, OK? Puis les plus petits télescopes, ben, vont être capables de séparer moins. C'est sûr, on grossit moins. OK? Ça, c'est intuitif, ça. Puis pourquoi je vous parle de ça? Bon, ça va, là. On parle souvent, là, je vous dis un petit peu la définition. C'est parce que la résolution, elle se définit en secondes d'arc. C'est quoi une seconde d'arc? Ben, c'est qu'un cercle, c'est 360 degrés. OK? Puis après ça, ben, une minute d'arc, c'est 1/60e du cercle. Fait que ça va? Puis une seconde d'arc, ben, c'est comme 1/60e d'une minute. Fait que c'est 1/3600e d'un cercle complet. Ça, c'est une seconde d'arc. La Lune a fait une demi, ça fait qu'elle fait 30 minutes ou 1800 secondes d'arc, la pleine Lune. Ça vous donne une idée. Fait que quand on parle de 1 seconde d'arc, c'est petit en titi. Ça commence à être petit. Donnez l'exemple, vous regardez Jupiter au télescope, elle a environ 40 secondes d'arc à 50 secondes d'arc. Ça, c'est l'étoile que vous voyez brillante dans le ciel, elle a 40 secondes d'arc au télescope. Okay. C'est des mesures angulaires. Tous les objets célestes dans le ciel, ils ont une mesure angulaire. Si vous prenez le logiciel comme Chelix, n'importe quel, de planétarium, vous cliquez sur la nébuleuse d'Orion, ils vont vous donner son diamètre apparent. En minute d'arc, c'est ce qu'on peut plus large. En seconde d'arc, c'est très petit. Tous les objets ont une grosseur dans le ciel.
Et selon la grosseur de l'objet, selon l'instrument que vous allez utiliser, vous allez comme Andromède, ça fait quasiment 4 degrés. Ouais. Okay? Ben, si vous voulez tout la voir, il faut que vous calculiez son diamètre. Puis il dit, ben, moi, je vais utiliser un télescope comme ça, de 500 mm, qui va tout capturer la galaxie. Si je vais avoir rien qu'une partie d'Andromède, il faut que j'augmente la longueur focale. Ouais. C'est comme grossir d'un télescope, finalement. Bon, on va en parler plus tard, mais ça, c'est important. C'est parce qu'une combinaison caméra-télescope, ça va donner une grandeur fixe dans le ciel. Fait que là, quand vous connaissez cette grandeur-là, ça se calcule. Il y a plein de sites web là, qui vous permettent de calculer ces affaires-là. Vous rentrez les 2-3 chiffres, puis ils vous donnent la grandeur de votre carré avec votre capteur de caméra. Puis là, quand vous allez choisir vos objets, bien, il faut que ça matche. Parce que si c'est un objet qui demande de grandir 1000 fois plus, bien, sur votre photo, ça va être pratiquement une étoile. Ça va être un petit point blanc. Puis si c'est un objet qui est beaucoup trop gros, bien, vous allez avoir juste une partie sur votre capteur quand vous allez prendre. Fait que ça, c'est pour ça là, que c'est important de regarder ça puis qu'on parlait de ça. On va continuer, là. Là, c'est ça que je dis, la pleine lune, elle a 1800 secondes d'arc. Fait que la pleine lune, quand on la divise en 1800 morceaux, ça serait 1 seconde d'arc. C'est assez petit. Bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous autres, on vit sur la Terre, puis la Terre est entourée d'une atmosphère. L'atmosphère, c'est comme un petit peu de l'eau. C'est un liquide, c'est un fluide, puis la lumière, elle passe à travers. Bien, ça a un effet, ça. Quand la lumière, elle passe à travers l'atmosphère, ça a un effet. OK? Fait que, ce que ça fait, c'est que ça vient faire des distorsions. On le voit souvent quand on regarde les étoiles, des fois dans le ciel, on dit « Ah, ils sont belles, ils scintillent. » On dirait qu'ils changent de couleur, les étoiles les plus brillantes. Bien, ça veut dire que le ciel est pourri. C'est beau à regarder, mais c'est pas bon pour la photo. Moi, j'appelle ça l'effet barbecue. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur votre barbecue, là, ça fait les vagues en haut, la chaleur, là. Ça, c'est de la turbulence à la route, là. On dirait qu'il y a de l'eau loin, là. Bien, ça, c'est la différence de chaleur, ça, c'est de la turbulence. Quand les étoiles scintillent, c'est parce qu'il y a beaucoup de turbulence. Nous, ce qu'on veut, c'est que les étoiles ne bougent pas. Soit on les regarde, là, même à l'horizon, là, puis il n'y a rien qui bouge, ça veut dire que c'est un bon ciel. Oui? Une façon simple de voir ça, c'est les étoiles qui sont plus à l'horizon, ils ont plus d'atmosphère à ça fait qu'ils sont plus affectés. Ils vibrent tout le temps plus, ils ont tout le temps plus de scintillés, tandis qu'en haut, c'est beaucoup plus stable. Oui, tout à fait. Bien, il y a moins épais, c'est tout. C'est juste qu'il y a moins d'eau, il y a moins d'air. OK? Fait que c'est pour ça qu'une règle générale en astrophotographie, on veut prendre les objets quand ils passent au zénith. C'est là que c'est le plus intéressant de les prendre parce qu'il y a le moins d'air. Ou, quand on a un petit peu d'argent, bien, on met un télescope dans l'espace. Si on peut tout se cotiser ici, moi je travaille sur un projet comme ça pour le groupe. Fait que, je sais pas si vous avez déjà fait du planétaire, là. C'est fréquent que c'est ce qu'on voit dans le télescope, ça, quand on regarde, là. Tu sais, c'est quelque chose comme ça. La Lune, là, elle bouge de même quand on la regarde. Fait que si ceux qui sont expérimentés d'essayer de grossir des objets, là, surtout, souvent, c'est ce qu'on voit, là. Ça fait que c'est sûr qu'essayer de faire des détails avec une pause longue là-dessus, là, vous le savez, là, quand votre caméra, vous la posez trop longtemps et les gens bougent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est un gros blur. On voit plus rien. On n'est même pas capable de distinguer le bras, c'est une grosse tache beige là, qui bouge. Fait qu'on a le même problème en astrophotographie, c'est qu'on fait des longues pauses. Fait que quand ça bouge, quand on fait une pause d'1 minute, c'est la somme de tout ça. Ça fait que c'est un gros flou. OK? C'est ça le seeing en gros. Malheureusement, au Québec, on n'a pas un super bon seeing. C'est pour ça qu'il y a des places plus intéressantes, là, comme le désert de l'Atacama ou en Hawaï. Ils ont étudié ça où est-ce que l'air est particulièrement stable. C'est là qu'ils dépensent les gros sous pour mettre les gros télescopes. Parce que sans ça, ça ne sert à rien. Ça fait que, là, c'est ça le problème, là, c'est qu'on pense qu'un plus gros télescope, c'est mieux. Hein, c'est ça en astronomie. Plus le télescope est gros, mieux c'est. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Parce qu'on dit plus, c'est mieux. C'est sûr? Ben, c'est ça. C'est pas vrai. Pas en astrophotographie. Ben, on va l'expliquer. On est porté à croire que plus l'on grossit, donc plus la focale est longue, plus on va voir de détails. Hein? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est pas si pire. Okay? Ça fait que ça, c'est la résolution. Donc, plus on grossit, plus on voit de détails. C'est ça qu'on serait porté à croire, c'est intuitif. Hein? C'est pas le cas sur Terre, puisqu'on passe à travers l'atmosphère, puis il y a de la turbulence. OK? Ça impose une limite maximum à ce qu'on peut voir comme détail. OK? Les autres, là, ils se battent avec ça. Là, le planétaire, c'est la plaie du planétaire, ça.
Ça fait, c'est ça. Nous, ce qu'on a, c'est que le seeing, le fait qu'on passe à travers l'atmosphère, ça impose une limite maximum à la résolution. OK? L'expérience démontre que le seeing moyen au Québec, la limite de la résolution est à peu près 4 arcs-secondes. Ça veut dire que si on regarde, là, puis on essaie de voir 2 étoiles à travers la turbulence et tout ça, en bas de 4 arcs-secondes, ça commence à être difficile en moyenne. Là, c'est clair qu'il y a des jours que c'est beaucoup mieux que ça, puis il y a des jours que c'est pire que ça. Puis ça, malheureusement, on essaie de le prédire avec le Clear Sky Chart, tout ça, là, mais ce n'est que des prédictions qui sont vraiment un petit peu comme la météo, là. C'est so-so. Fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. Souvent, ils disent que ça va être très beau. Je sors mon équipement, puis le lendemain, quand je regarde les photos des galaxies, je vois bien que c'était bien ordinaire parce que les étoiles sont grosses de même. Donc, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle bougeait, puis elle a tout barbouillé, puis elle a fait un gros cercle sur l'image. Puis il y a d'autres jours que c'est supposé être moyen, je me lève le matin, je dis « Tabarnouche, les étoiles sont sharp. » Tu le vois, là. Ben, ce soir-là, c'était stable. Fait qu'on a réussi à aller chercher du détail. OK? Fait que le plus petit détail que l'on peut discerner sur une longue pause, parce que nous autres, on fait des pauses de minutes ou de plusieurs secondes, hein? C'est ça qu'il faut voir. À un moment précis, ça peut être bon là, pour une fraction de seconde, mais nous, on fait des expositions de minutes. Fait qu'il faut penser là, que l'étoile, elle va barbouiller, là, elle va bouger, elle va scintiller. Comprenez? Ça veut dire qu'en général, là, les plus petits détails qu'on peut s'attendre de voir, c'est de l'ordre de 4 arcs-secondes avec nos télescopes ici. Encore, c'est une moyenne. Il y a des soirées que c'est mieux que ça. Peut-être 2 fois par année, c'est mieux que ça. Je ne sais pas, Pauline fait beaucoup d'astrophotographie, là. C'est que des fois, c'est très variable. Hein? On ne sait jamais. Ça va jusqu'à date? Fait que là, on a parlé de focale, comment qu'on grossit. On a parlé du seeing, la turbulence qui nous empêche de voir les petits détails. Écoutez, c'est pas compliqué le seeing, là, c'est quand vous regardez dans le fond de la piscine, est-ce que vous êtes capable de voir quelque chose? Ça bouge de même, ben c'est ça le seeing. Si l'eau est calme, on peut voir le fond de l'eau. Mais aussitôt qu'il y a une petite vaguelette sur le dessus, là, oubliez ça, on ne voit plus rien. On n'est même plus capable de voir là, si on met 2 piastres dans le fond, là, on ne le voit même pas. Donc on n'est pas capable de résoudre. C'est la résolution, vous comprenez, qui tombe quand on passe à travers un fluide. Fait que, on parle-tu d'échantillonnage? C'est assez technique, ça c'est plus technique. Mais en gros, je vais vous donner la conclusion, là. L'échantillonnage, c'est qu'est-ce qu'on peut voir, le plus petit détail avec un pixel, OK? Je vais vous le faire vite, là. Ça fait qu'une photo est composée de pixels, qui est les points de votre caméra. Si on grossit, c'est ce qu'on va voir quand on va regarder une étoile à votre écran. Bien, un pixel, c'est un élément, là, un petit carré comme ça, OK? Comme les caméras comme la mienne, la KF 8300, elle a 8 millions de pixels. C'est courant de ce temps-ci. Les DSLR, ils en ont 12, 13, 18, 8, 6, 5. OK, bon. Fait que l'échantillonnage, là, c'est qu'est-ce qu'on voit du ciel avec un pixel. L'angle qu'on voit dans le ciel avec un pixel. C'est ça qu'on appelle l'échantillonnage. En gros, ce qu'on dit, c'est que l'échantillonnage optimal, il devrait être la moitié de la résolution maximale. OK? Ça, c'est pas grave, là. De toute façon, c'est assez technique. Fait que nous, on a dit que la résolution maximale, c'était 4 arcs-secondes. Fait qu'en gros, l'échantillonnage qu'on essaye d'avoir, nous, au Québec, c'est la moitié de ça, c'est 2 arcs-secondes par pixel. Fait que quand vous avez un système qui rencontre ça, c'est pour le Québec, c'est un système qu'on pourrait dire qui est performant. OK? Qui va marcher bien dans l'ensemble des conditions moyennes qu'on trouve au Québec. Oui? Y a-t-il un site web ou un logiciel qui existe qu'on peut mettre notre photo qu'on a pris, qu'on a travaillé pour qu'elle analyse et qu'elle nous dise combien, justement... Ça ne change pas. L'échantillonnage, tu vas le calculer avec ton télescope et ta caméra, puis c'est pareil tout le temps. Non, c'est déterminé par ton choix d'équipement. C'est pour ça qu'ici, on parle là, des choix de télescope, cible, focale et caméra. Là. Quand on achète, il faut être au courant d'un petit peu de ça, là, dans quoi qu'on s'embarque. Moi, j'ai fait l'erreur. J'ai acheté un 11 pouces, pensant que j'allais faire de la photo. Puis après 1 an et demi, ben, j'ai tout sacré ça au vidange. Puis j'ai acheté ça. Puis là, parce que moi, j'allais me tanner, là, j'étais tanné, j'allais tout mettre ça au vidange. Un 11 pouces, c'est un wedge en plus, là, avec une fourche. Là. J'ai bûché. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai acheté ça, finalement, j'étais très bon. Mais si je n'étais pas capable de faire une photo avec l'autre, j'avais tellement bûché, là, quand je vous ai dit hier qu'il faut bûcher, là, ben, pendant 1 an et demi, j'ai bûché.
Il y a une chance que c'est arrivé au début, parce que si c'est arrivé plus tard, j'aurais tout sacré ça là. Mais au début, on a plus le goût d'essayer nos affaires, fait que j'en ai mis du temps, puis j'ai sacré. Puis après ça, j'ai acheté ça. Peu importe ce que je faisais, ça marche. Je capotais, ça marche tout seul. On va voir pourquoi, là, on pourra en parler tantôt. Fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, ce qu'il faudrait acheter, là, c'est un kit, que les pixels de la caméra, à travers notre télescope, ça nous donne 2 arcs-secondes par pixel. C'est ça qu'on va calculer. Puis là, je l'ai fait ici rapidement, là. C'est une formule qui nous calcule ça. Fait que ça, c'est mon sensor. OK? Ça, c'est les différents télescopes que j'ai, avec les différents focales. Là, moi, je vous ai parlé, j'ai lui, puis j'ai lui. Mais là aussi, j'ai lui maintenant. Puis là, je vais regarder le sampling que ça donne, OK, quand on fait la formule avec ma caméra puis le télescope. Ça veut dire le seul qui est optimal ici, là, au Québec, c'est lui ici, c'est le plus petit. Ça se peut-tu? 80 mm, là, c'est ça. Au Québec. C'est sûr que si on s'en va en Arizona ou au mont Wilson ou whatever, c'est pas pareil, OK? Mais au Québec, en moyenne, ça, c'est un équipement performant. Ce qui est intéressant pour vous autres, c'est que c'est aussi un équipement qui coûte à peu près le moins cher de faire de l'astrophotographie. Fait que c'est pas si pire. Il faut au moins voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Fait que pour commencer, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr qu'on veut aller plus loin, puis c'est là que ça se complique. OK? Il n'y a aucun avantage à avoir un Bien là, il y a un débat là-dessus, là, mais c'est sûr que pour commencer, il n'y a pas d'avantage. À moins de passer des hivers en Floride. Même en Floride, c'est pas fort, là, parce que l'océan et tout ça, là, mais en fait, moi, ce que je vous dis, là, c'est que pour commencer, là, vous allez avoir les mains pleines avec un kit de main. OK? Puis, quand vous allez vouloir investir pour quelque chose de plus gros, puis tout ça, vous allez savoir pourquoi dans 4-5 ans. Là, aujourd'hui, si vous le faites, vous ne savez même pas pourquoi. Puis je vous dis que c'est pas nécessaire, vous allez vous brûler. C'est trop compliqué. Il ne faut pas comprendre qu'un télescope, c'est comme une loupe. Puis plus on prend un gros télescope, bien, je l'ai dit, là, plus la focale est grosse, bien, plus la loupe est grosse. OK? Puis plus tous les défauts sont grossis proportionnellement. Les défauts de suivi, les défauts, tu sais, on parle des flats, tout ça, là, ça devient amplifié. OK? Fait que quand on n'est pas habitué, c'est too much, c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup plus facile de commencer avec une petite loupe, puis de maîtriser tout notre équipement, puis après ça, évaluer ou envisager qu'est-ce qu'on pourrait acheter après pour améliorer. Maintenant qu'on maîtrise bien tout ça, là, on peut faire une décision éclairée de c'est quoi la prochaine chose que je pourrais acheter pour aller à la prochaine étape. Mais quand on commence, c'est beaucoup trop. Moi, je vous recommande une petite affaire de même qui va vous faire des photos, là, vraiment, là, des objets que vous connaissez le plus, c'est des objets souvent à grand champ. C'est ceux-là qu'on voit le plus, tu sais, la galaxie d'Andromède, les Pléiades, on peut regarder le voile, là, du cygne, les dentelles du cygne et tout ça. C'est ça que ça prend. Même les triplets de galaxies, parce que c'est des plus grands champs, tu sais, ou les duos, quand même 80-82, ça prend, c'est avec ça qu'on prend ça. OK? Parce que c'est des grands champs. Puis ça nous aide parce que c'est une moins grosse loupe. Bien, le suivi, puis toutes ces affaires-là, les vibrations, l'alignement polaire, tout ça, c'est tout plus tolérant, ça. Okay? Ça fait que vous pouvez apprendre à vous pratiquer puis être meilleur avec ça. L'échantillonnage, ça c'est en arc-seconde. C'est la dimension des pixels en microns, il vous le donne. Là. Comme moi, ma caméra, la KF, là, le 8300, là, c'est 5.4 microns. Ma Canon qui est là-dessus, là, celle aussi, c'est 5.4. Mais les nouvelles, les T3i, ça doit être comme 4 ou whatever, parce qu'ils sont 18 millions de mégapixels à la même sensor. Ça veut dire que les pixels sont plus petits. 5.4. Puis là, la focale, ben, on vous l'a dit comment la calculer tantôt. Là, c'est en millimètres. Là, c'est le diamètre fois le rapport FD. Ça fait que 80 mm f7, ça donne 560. Puis 206, ben, c'est la conversion en radians puis en degrés. Tout ça, là, c'est une constante. Oui, c'est une constante. C'est parce que c'est des radians puis des degrés, il y a une constante. C'est comme des kilomètres-heure puis des milles par heure. Là, il faut multiplier un chiffre pour que ça fasse la conversion. Ben, 206, c'est ce chiffre-là. OK? C'est pas grave. C'est pas important, là. Prenez ça comme du cash. Puis là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, c'est ça. Puis là, je veux que ça donne 2. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tableau ici, comme je vous ai dit, mon 5.4 microns. OK? Puis j'ai appliqué la formule pour différentes variations. OK? Ça veut dire 5.4, c'est une constante. C'est les focales qui changent avec les types de télescopes. OK? Vous comprenez? Je me suis fait un petit tableau. Avec Excel, j'ai fait ça pour
Là, je me suis rendu compte que c'était ça qui était optimal. Puis que ça, ici, finalement, c'est du suréchantillonnage. Ça veut dire que je perds mon temps, tu sais. Ça veut dire que j'essaie de voir du détail où est-ce qu'il n'y en a pas. C'est comme si je lis avec un voltmètre qui est précis à 2 décimales, sauf qu'il m'en donne 8, puis je pense que la 8e, elle veut dire quelque chose. Elle veut rien dire. OK? Oui? Le sampling, c'est toujours en arc seconde. Oui. Par pixel. Par pixel. C'est un échantillonnage. Moi, j'arrive à 0.927, je suis déjà en suréchantillonnage. Oui, mais c'est pas pire. Entre 1 et 2, moi, je te dirais, parce que les journées qui fait vraiment beau, là, on peut être à 1. Tu sais. Ça fait qu'entre 1 et 2, c'est pas pire. C'est sûr que si tu es à point 3, là, me dire, tu t'étires la sauce un peu. En bas de 1, ça prend des très bonnes conditions pour en profiter. Oh. Sinon, c'est... Ici, là. C'est rare. On est dans le jet stream, hein? On est dans le jet stream, hein? Fait que là, moi, je me suis dit, tabarnouche, j'aimerais ça profiter de mon plus gros télescope. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, là, ça bougera pas. Chaque télescope, c'est fixe. Fait que qu'est-ce qu'il faudrait, finalement, là, si on regarde la formule, que j'augmente ça pour essayer d'avoir une meilleure, ou que je diminue ça, tu sais. Fait qu'on va faire varier ça. Moi, j'ai pris la caméra que je connaissais qui avait les plus gros pixels, qui est une Zbig 11 000, là. Peut-être ça a changé depuis 1 an ou 2. Mais ça, elle coûte à peu près 10-11 000 $. Hein. C'est juste pour vous dire. Ça, c'est une que beaucoup de gens aiment, là, qui ont bien de l'argent. C'est ça qu'ils aiment à s'acheter. C'est une très performante. Mais même avec elle, si je fais mon calcul, j'ai changé ici pour 9 microns, là, tu sais. Ça pourrait, mais personnellement, j'ai des mains... Une 4 pouces, je suis déjà rendu à mon échantillon. 4 pouces, là, c'est juste un petit peu plus gros que ça. Là. 106, là, on approche, hein, c'est ça? Moi, c'est l'autre télescope. FSQ 106, là, 106 mm, c'est 4 pouces. Mais normalement, on achète des réducteurs de focale, puis ce que ça vient, c'est que ça vient faire qu'un télescope plus gros va avoir un plus grand champ. Fait qu'on va se rapprocher d'un échantillonnage plus optimal. Fait qu'encore ici, ça c'est sous-échantillonné avec cette caméra-là. Ça veut dire qu'on perd de l'information qu'on aurait pu aller chercher. On a moins de détails. C'est sûr que quand on prend ça pour échantillonner Orion, là, on n'arrive pas à 2 arcs-secondes, on arrive à 40 arcs-secondes par pixel. Ça veut dire que c'est très sous-échantillonné. Mais c'est sûr, on regarde la moitié du ciel. Il faudrait à peu près avoir 2000 mégapixels là, pour être capable d'avoir... c'est ça. Mais c'est correct, c'est pas ça qu'on va chercher. On ne va pas chercher du détail à l'intérieur d'Orion. On va chercher toute la constellation complète. On ne veut pas aller voir les galaxies en full résolution à l'intérieur ou les nébuleuses. On sait bien qu'on ne sera pas capable de les voir. OK? Mais si on avait 2000 mégapixels, on serait capable de grossir, puis on verrait Orion comme si on l'avait pris avec un télescope. Théoriquement, c'est ça que ça nous dit. OK? Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est ça que je dis ici, c'est qu'habituellement, là, je mets 1.5, mais entre 1 et 2, là, on a un système performant. Ça veut dire que si on achète un 12 pouces F10 là, ou un 11 pouces Edge HD, là, c'est sûr que on suréchantillonne, tu sais, je veux dire. C'est payant de suréchantillonner. C'est parce que en fait, ce que tu fais, c'est que c'est long pour mettre toute la lumière sur des petits pixels, c'est que tu es obligé de faire des pauses beaucoup plus longues, puis il n'y a pas de détails additionnels. C'est ça qu'on veut dire. Ça sert à rien, tu perds ton temps et tu complexifies le système. Ton 2 secondes, c'est l'idéal. Mais ta caméra, ça n'arrive jamais à 2, parce que ton ensemble, il faut qu'il matche. Ben, tu vas choisir 1.5 puis 2.5, il est mieux d'aller chercher ton 1.5. Ben, c'est sûr que ça te permet d'aller chercher plus de détails si un jour il y en a disponible. Exemple, tu décides d'aller au Chili, ben là, tu vas pouvoir l'utiliser. OK? Oui. La Canon T3i est à 4 points. C'est ça. Encore pire, là, j'arrive à 0.7. Ouais, c'est ça. Là, ça commence à être tiré à la sauce un peu. C'est important de connaître ça pour qu'on achète l'appareil photo, d'avoir des Ben, en fait, ce que je dis, là, c'est que souvent, ce qu'ils vont faire, là, on parle du binning, là. Ben, le binning, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça colle des pixels ensemble. Fait que moi, je vous ai dit que la caméra ici, là, elle avait des pixels de 9 microns, puis que moi, j'ai 5.4. Mais quand je fais du bin 2, c'est qu'elle prend 4 pixels, donc ça vient 5.4 plus 5.4, ça fait qu'il vient 10.8 mon pixel. Vous comprenez? Fait que ça aide un peu dans ce temps-là. Ce que ça aide, c'est que là, ce que ça fait, c'est que vous voyez ici, là, en bin 1, bin 2, bin 3, ça veut dire que la même caméra, là, ici, là, celle-là, en bin 2, c'est ça. Fait qu'elle devient que
si on regarde, il est où le sweet spot, vu que les pixels grossissent, ça change la formule, hein, vous savez, là, ça change le résultat. Ça veut dire que moi, ma caméra est bonne ici, sur mon télescope, à 560 mm. Puis là, on voit à bin 2, là, elle est bonne ici, parce que là, j'ai des pixels de 10,8 microns. Puis en fait, même à bin 3, là, regardez, là, elle est proche, là, dans le 2 mètres. Mais là, c'est parce que j'ai des gros pixels. Ce que ça fait, ça, le binning, c'est que ça me permet, là, vu qu'on met 9 pixels, c'est que le signal il est amplifié de 9 fois ou de 4 fois. Ça veut dire qu'on peut prendre des pauses 4 fois moins longues et avoir le même niveau de signal quand on est en bin 2. Fait qu'il y a un avantage quand même d'avoir un gros télescope. C'est clair qu'on comprend là, que intuitivement, un gros télescope, ça collecte plus de lumière. Fait que si on garde le même échantillonnage, bien, il y a plus de lumière qui va arriver sur le pixel. C'est normal, on en met 4 ensemble, il y a 4 fois plus de lumière. C'est évident, là, ça marche. Ça veut dire que pour une pause de 4 minutes, on peut avoir la même quantité de lumière en bin 2 en 1 minute. Fait qu'il y a des avantages, OK, mais il faut les connaître. Ça, c'est des détails un petit peu plus techniques, là, que je vous incite à apprendre sur le binning, les caméras, l'échantillonnage. Là, vous savez que ça existe. Fait que ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur l'Internet puis lire là-dessus. OK, c'est un petit peu technique, mais il y a des... Fait que quand on achète une caméra, si on a 2 télescopes, on peut avoir un télescope comme ça, puis un télescope à une lunette de 5 pouces. Notre caméra bin 1, bin 2, elle va être bonne pour les deux. OK? Ce mode-là, c'est juste pas pour CCD, c'est juste sur les CCD qui ont le mode... Je pense que les DSLR peuvent être binés aussi, là, mais c'est le logiciel qui le fait. Les DSLR, c'est idéalement. J'imagine avec Magic Lantern, je pourrais avoir ce mode-là. Ben, dans Maxim DL, tu peux prendre une image, mais c'est parce qu'avec la matrice RGB, je sais pas ce que ça donne. C'est compliqué. C'est toujours mieux d'être en binning 1 avec une DSLR, mon sourire reviendra. C'est juste pour renchérir ce qu'il dit, là, ça se fait par logiciel. Oui, c'est logiciel, c'est ça. Ça ne se change fait pas ta matrice. hardware, la CCD La ou la matrice est DSLR, elle a toujours le même diamètre. Mais dans le logiciel Maxim DL, quand on va travailler avec, vous allez voir bin 1, bin 2, bin 3. Imaginez, il va mettre... C'est comme s'il prenait l'information des pixels, mettons 2 par 2. Ça fait 4 pixels. Ça. Il prend toute l'information, ça fait comme un super de gros pixels. Mais c'est tout par logiciel. Mais les caméras CCD, dans leur driver, c'est encore logiciel, parce que la matrice, physiquement, là, le chip ne change pas, lui. Mais on peut dire, oui, je la prends bin 2. Il y a un logiciel dans la caméra là, qui nous permet de communiquer, puis d'encoder l'information, puis de contrôler le refroidisseur, puis tout ça. Bien, lui, il fait là, au moment de la lecture, puis il envoie à Maxime, si on veut, déjà une photo qui est 4 fois plus petite. OK? Parce qu'il faut comprendre qu'elle a réduit comme ça et comme ça. 8 mégapixels tombe à 2 mégapixels. Vous comprenez? Parce qu'il y a 4 pixels qui en font un, fait qu'il y a 4 fois moins de pixels. OK? Fait que ça fait des images plus petites. C'est normal, on combine des pixels pour avoir plus de données. Oui? La qualité de la lentille. La qualité de la lentille, bien, c'est sûr que ça a un impact. Là. Moi, c'est sûr que normalement, ce qu'on va voir, c'est dans la résolution, ce qu'on appelle, ça c'est technique un peu, c'est le spread function, c'est le spread, c'est la largeur. Plus une lentille est bonne, plus le piqué, plus l'étoile va être pointue comme un point, OK? Mais ça, c'est vraiment très technique. Là. C'est quoi l'effet avec ce que tu as? Il n'y a pas d'effet avec ça. Non, il n'y a pas d'effet sur le ciel. On est dépendant de ça par la météo. Parce que c'est comme si tu achetais un équipement et tu l'es pris avec les propriétés physiques de ton équipement. Si ta lentille est de moins bonne qualité, ça ne change rien de tout ce que je viens de dire. Sauf que ça va être plus bleu. Oui. Il va y avoir des halos, ouais, il va y avoir des halos, des choses comme ça. Il va y avoir d'autres choses sur les étoiles. C'est sûr que la qualité a un impact, mais elle ne se voit pas vraiment dans le calcul d'échantillonnage, tout ça. Il va y avoir des barres déformées, des étoiles étirées, ces barres. On appelle ça du miliété, du coma, c'est-à-dire. Ouais. Bien, il y a d'autres choses. Moi, là, je me suis acheté un réducteur de focale récemment pour mon 8 pouces, OK, qui est passé de F8 à F5. Mais ça, c'est toute une autre affaire, là. Le F, là, plus il est petit, mieux ça performe en astrophotographie. Ouais. C'est pour ça que quand tu achètes les nouvelles caméras, là, la T4i à 18 mégapixels, ben les pixels, ils ont comme 2 microns.
c'est pas adapté à nos systèmes, c'est pas assez sensible. Sur échantillonnage. On fait un gros surenchantillonnage. Mais, hein? On parle mal compatible. Non, mais c'est sûr que les gens qui prennent de la photo de jour, des fleurs, puis tout ça, ils aiment ça avoir bien des mégapixels. Puis là, il n'y a pas de problème parce qu'il y a tellement de lumière que même si les pixels sont petits, on est capable de pitcher une quantité industrielle. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on essaye d'étirer la sauce. Il n'y en a pas beaucoup de lumière qui arrive. Fait que c'est sûr qu'on veut des pixels qui sont plus sensibles. Puis plus ils sont gros, plus ils sont sensibles. Ça va? Mais ça va revenir, ça. Mais c'est bon de comprendre ça parce que là, je sais que l'année passée, j'avais fait ça. Il y en a qui m'ont dit qu'ils sont achetés des équipements. Là, je sais pas qui, là. Mais c'est sûr que ça les a aidés parce que, tu sais, tu vas à la maison de la semaine, tu dis « Wow, tu veux le 12 pouces, tu mais... » Si tu commences avec ça, là... c'est trop, puis ça coûte cher. C'est lourd. C'est compliqué. Ça prend une grosse monture, ça prend un gros tout, tu sais, puis... Ben, si tu fais du visuel, c'est pas gaspillé. Mais pour la photo, c'est d'autres critères. C'est d'autres critères. C'est juste tout ce qu'il faut comprendre. C'est pas pareil. Un œil et une caméra, c'est pas pareil. Regardez, il y a des gens qui veulent voir Jupiter avec du détail au bout. Ils vont passer d'un petit télescope à un gros. Ouais. Ils vont être déçus comme ça se peut pas. Ben oui, mais regarde, tu vas chercher tout le mauvais seeing, etc. Donc, mais pour le visuel, c'est complètement l'inverse. On veut le plus gros possible. Notre œil, lui, il fait l'intégration, il fait tout ça. Nous, on voit bien mieux que ce que ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on voit bien comme ça une salle parce que la caméra est vraiment poche. Notre œil n'est pas bon. C'est le cerveau qui a de l'air, qui fait tout le reste, là, qui remplit les trous. Fait que nous, on n'est pas sensible à ça, au seeing, tout ça. Notre œil est habitué, on bouge tout le temps. Nous autres, même quand on pense qu'on ne bouge pas, là, on bouge tout le temps un petit peu, tu sais. Fait que notre œil est habitué à ça, à faire la moyenne de tout ça. Fait que nous, quand on veut faire du visuel, on veut le plus de lumière possible pour avoir la meilleure image. Mais quand on fait de la photo, c'est pas ça. C'est d'autres. C'est pas notre œil qui est en arrière, là. C'est un capteur de caméra numérique. Puis lui, il a d'autres contraintes. OK? Ça va. Bon. Les caméras CCD puis One Shot Color ou DSLR. Fait que quand vous avez une caméra couleur, une caméra DSLR ou une caméra CCD qui appelle One Shot Color, qui n'a pas de filtre séparé, les filtres sont intégrés. Tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ça. C'est que ça, c'est la matrice en dessous. Il y a tous les petits pixels noirs et blancs. OK? Fait que ça, c'est une matrice CCD monochrome, mettons, en dessous. Puis par-dessus, à la fabrication, ils ont mis une petite vitre. Puis ils ont mis les petits filtres là, qu'on achète, les filtres RGB, là. Ben, eux autres, ils les ont mis direct sur le sensor. Ils sont comme collés dessus, c'est là pour toujours. Ou presque. Pour toujours. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Ils ont mis des petites lumières, des petites vitres de couleur par-dessus chaque pixel de 5,4 microns. Quand même le faire, hein? J'avoue que c'est impressionnant, mais ça, c'est une autre affaire. Les ingénieurs, ils s'amusent. Hein? C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Fait que là, ce qu'on remarque, là, c'est que ben, ça fait une matrice. C'est ça qu'on appelle une matrice de Bayer. OK? Fait que quand on vous dit c'est quoi ta matrice à toi, il y a différentes caméras. Toutes les caméras numériques qu'on peut acheter au magasin, ils ont ce pattern-là. Mais il y a des caméras spécialisées qui ont un pattern un petit peu différent. Il faut juste le connaître, ce pattern-là. Oui? Ton schéma démontre très bien l'effet qu'avec les DSLR, on a toujours plus de vert que de rouge que de bleu, parce qu'il y a plus de petits fils de vert tout le temps sur les sensors. C'est la première fois que je vois ça de même, c'est vraiment... Ben, en fait, c'est pas une coïncidence, parce que notre œil, le soleil, là, croyez-le ou non, là, il est vert. Ah ouais? Ouais, il met beaucoup plus dans le vert. Fait que notre œil, pour avoir un maximum de lumière durant le jour, il est 2 fois plus sensible au vert qu'aux autres couleurs. Fait que pour que les caméras soient white balance, ils les ont faites comme ça. Fait que par défaut, physiquement, c'est balancé à notre œil. OK? Ça veut dire qu'un autre animal qui regarderait ça, lui, il ne trouverait pas ça particulièrement beau. Ça serait bien trop vert. Mais c'est ça. Fait que c'est pas une coïncidence, c'est un choix technologique qu'ils ont fait quand ils ont fait ça pour que ça s'adapte, pour que les gens veulent acheter des caméras. C'est normal, sans ça, on n'aimerait pas les couleurs. Mais ça vous montre là, que pour chaque couleur, regardez là, le rouge là. Je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de rouge qui arrive en dessous, hein?
Fait que ça, c'est une conséquence. Il n'y a pas de filtre à jouer avec, là, il n'y a pas de RGB, mais c'est sûr que la caméra, dans chaque longueur d'onde, est beaucoup coupée. Hein, votre caméra, elle attrape seulement une fraction de la lumière qui était disponible. OK? Pour le rouge, elle attrape juste un quart de tout le rouge qui est arrivé dans la caméra. Pour le vert, elle en attrape la moitié. Puis pour le bleu, elle en attrape un quart. Un quart. Ça veut dire que si là, vous êtes à un échantillonnage optimal, puis qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce pixel-là, puis c'est bleu, ben vous ne le voyez pas. Vous l'avez perdu. Fait que les caméras DSLR, là, c'est parce que tous les calculs sont un petit peu, mais en gros, là, si on veut comprendre, c'est qu'elle est déjà en bin 2, une caméra DSLR. Ça donne un pixel couleur, mais en bin 2. Parce que vous voyez que tout ça, vous ne le voyez pas, là. Fait que c'est comme si vous avez un super pixel rouge. Fait que c'est beaucoup moins sensible, c'est beaucoup moins précis une caméra DSLR. Sauf que il y a plein d'avantages. Vous en avez probablement déjà une. Parce que vous prenez des photos, ça fait que vous venez de sauver une couple de mille. OK? Il n'y a pas de filtre. Hein? Il n'y a pas de filtre. Ils se connectent bien à tous les ordinateurs. Ils ont des cartes mémoire qui nous permettent de prendre des photos sans ordinateur. OK? Fait qu'il y a plein d'avantages. Fait que pour les gens, ils les utilisent maintenant parce que c'est pratique. C'est pas parce que c'est précis, c'est parce que c'est pratique. Puis en gros, on est quand même capable d'avoir, on envoie plein de photos par DSLR. Là, dans la vraie vie, là, quand on l'essaye, là, ça donne des beaux résultats. Fait qu'on est capable de faire des belles choses quand même. C'est sûr que si vous allez voir un scientifique, puis là vous dites, j'ai pris des photos avec ma caméra DSLR, j'aimerais ça les utiliser pour faire de la science. Fait qu'on veut calculer le nombre de photons puis la brillance. On n'est pas capable de faire ça avec une DSLR. OK? Parce qu'il y a trop de variabilité, puis là, il y a des interpolations qui sont faites. La caméra, elle vous donne des pixels de couleur sur tout ça, chacun. Elle va vous donner un pixel ici en RGB, un pixel là, mais elle fait ça parce que dans sa tête, elle l'étend, elle fait une moyenne, vous comprenez? Ce pixel-là, elle va l'étirer là, là, là. Le bleu, elle va l'étirer là, là, là. Le vert, elle va l'étirer là, puis là. Puis pour chaque pixel, elle va donner une valeur moyenne de toutes les couleurs. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut mettre déjà en couleur. Ouais. Avec une CCD, 3 fils RGB distincts. C'est plus long. Le problème, c'est la comète à bouger. Fait que si on regarde là, votre caméra, c'est de ça que ça a l'air, ce qu'elle a vraiment capturé. C'est pas super beau. Mais là, le petit logiciel qui est dans la caméra, là, le processeur qui est dans votre caméra qui fait un JPEG, et lui, là, avant de vous l'envoyer à votre ordinateur, il étire tout le pixel rouge et le pixel d'à côté, il fait la moyenne, puis il donne une couleur moyenne rouge par-dessus le vert, OK, par-dessus le bleu. Puis finalement, il vous donne ça. Puis en général, pour la photographie du jour, c'est très beau. Personne ne s'en rend compte. Sauf qu'on a perdu de la résolution, vous comprenez? On a fait des approximations. On a dit qu'entre ce pixel-là et ce pixel-là, le rouge, c'était la valeur moyenne des deux d'à côté. C'est peut-être pas vrai. Ce pixel-là, il est peut-être très rouge ou il n'y a peut-être pas de rouge pantoute. Donc, la photo que vous voyez, c'est pas une vraie photo. C'est une photo approximée. Mais en général, c'est pas un problème, parce que c'est rare qu'un pixel est rouge, que l'autre, il y a 0 rouge, puis l'autre d'à côté est 100% rouge. Normalement, dans la vraie vie, ça continue. Fait que ça fait un job. Une caméra CCD est plus sensible, monochrome. OK, elle est plus sensible. Donc, il va falloir que tu exposes moins longtemps. Puis... Sauf que, encore, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'équipements, il faut maîtriser tout ça. Une caméra DSLR, c'est beaucoup plus pratique. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que les gens l'utilisent. Parce que c'est pratique. Ils en ont déjà une, puis ça marche. T'sais? Puis il n'y a pas de fil, puis il n'y a pas rien, puis il n'y a pas d'autres drivers pour les fils. Puis go! Puis je ne sais pas si vous regardez sur l'Internet, là, mais il y en a qui font des choses quand même magnifiques avec des DSLR. Là. Moi, j'ai rien à dire. Comme Denis dit, là, moi, je suis venu pour essayer de prendre la comète avec mes filtres. Là. La marche, je suis pas capable. Ça me prend une one-shot color. C'est sûr qu'en pratique, c'est sûr que notre œil, là, quand on est rendu à ce pixel-là, on ne voit pas le détail. On va voir peut-être la différence quand on va grossir beaucoup. On va voir la différence si on mesure le nombre de photons qui a vraiment été capturé. Mais là, avec Photoshop, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les niveaux. Tout ça, ça vient d'être comme barbouillé, là, c'est perdu, lost in translation. Mais c'est sûr qu'avec une DSLR, on ne fera pas de science. OK?
parce que c'est trop, c'est pas assez mesurable, c'est pas assez précis. Ça va? Fait que c'est ce que je vous dis, là, les chiffres que je vous ai donnés tantôt de l'échantillonnage avec une DSLR, personne ne s'entend sur qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce que ça ne s'applique pas vraiment. Il faudrait comme utiliser d'autres formules. Okay? Mais en gros, on peut comprendre là, que c'est 4 fois moins sensible dans certaines couleurs, hein, dans le rouge et dans le bleu, parce qu'il y a juste un pixel sur 4 qui est la bonne couleur. Puis c'est sûr que ça veut dire que les temps d'exposition vont augmenter pour avoir la même quantité. Puis mais même là, c'est plus ou moins vrai, là, parce qu'on en bloque une section. C'est comme si on regardait à travers un screen. Il manque une partie de l'information qu'on extrapole. On dit, bah, ça doit être la moyenne entre les deux. C'est ce qu'on dit. Mais ça donne des beaux résultats, mais c'est pas exact. OK. On fait la main. OK? C'est moins compliqué. Bon. En résumé, le plus gros télescope ne sont pas les meilleurs nécessairement. OK? Les choix du télescope, la focale, dépend de la dimension des objets dans le ciel qu'on veut photographier. OK? Même chose. Ça, c'est le même objet. 560 mm de focale avec un sensor. Puis ça, c'est le même objet à 1,6 m de focale. Fait qu'on ne voit pas la même chose. C'est le même sensor. OK? Fait que si on pense qu'avec un télescope de 12 pouces, on va être capable de voir tout ça, là, oubliez ça. Vous allez être capable de voir une section. Puis là, il faut faire des mosaïques. Puis ça, c'est un travail de moi. OK? Vous devriez ajuster votre caméra autant que possible, les dimensions des pixels, la focale, pour essayer d'obtenir quelque chose qui est performant. Tu sais, je veux dire dans la mesure du raisonnable. Là. Mais là, je ne sais pas une autre caméra. Là. Si vous en avez une déjà, là, une DSLR, là, commencez avec ça. Oui, ben, j'ai le même télescope. Ouais. Moi, c'est un 10 pouces f8. Ouais. J'ai mis le télécompresseur, Optec, 0.6. Ah, ça aide. Ça me donne quoi? Ben, on va le calculer là, mais ça se calcule, c'est straightforward. Là, tu calcules ta focale, tes microns de pixels, puis ça te donne ton échantillonnage. Si tu es bien en bas de 1, là, ben, c'est comme si tu prends du temps d'exposition pour rien. T'sais. Tu serais mieux de biner tes pixels pour approcher de 1. Entre 1 et 2. Si tu es plus bas de 1, tu perds. Ben, si c'est plus bas de 1, c'est parce que tu essaies de voir des choses qui sont pas là. Fait que c'est comme si tu essaies parce que c'est sûr que là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus c'est petit, là, moins il y a un morceau de ciel qui s'en va illuminer le pixel. Ça veut dire moins il y a de lumière qui se rend sur le pixel. Fait que pour avoir un signal, il faut attendre plus longtemps. Puis plus tu attends longtemps, plus les défauts de suivi, les nuages, la turbulence, tout ça, ça s'accumule. Tu comprends? Fait que tu veux essayer d'avoir le système le plus rapide possible. C'est pour ça que les Hyperstar, là, ça c'est bon. Ça, un 12 pouces, là, F2, là, ça c'est bon en tabarnouche. Parce que 12 pouces, c'est quoi? C'est 300 mm. À F2, ça donne 600. Bang! On tombe à 2 arcs-secondes par pixel. Puis tu vas voir que tu peux faire la même image que ça en 25 fois plus vite. Ce que je fais en 25 minutes, je vais le faire en 1 minute avec l'autre. Ben, ça, c'est bon. Mais ça, c'est des systèmes hyper performants. Là. Mais il faut comprendre pourquoi c'est performant. Je viens de vous donner les maths pour le comprendre. Pourquoi qu'à Hyperstar, il y a des gens qui ont développé ça? Il y a une raison. Puis c'est vrai que c'est hyper performant. Il y a d'autres limites. C'est ce qu'on disait, là, les Schmidt-Cassegrain, normalement, là, le miroir primaire, là, il est F2. Puis le secondaire, qui est F5. Fait que quand tu mets les deux ensemble, ça donne F10. Fait que si on a 200 mm d'ouverture à F10, ça nous donne 2 mètres de focale. Mais là, il y en a des petits maths qui ont dit, si on enlève le miroir et on met notre caméra en haut, on a un F2. C'est ça que je vous dis, la Hyperstar, c'est ce qu'ils ont fait. Fait qu'on a 200 mm à F2, on a 400 mm de focale, c'est bon en tabarnouche, ça. Ça prend beaucoup, ils appellent ça des collecteurs, des buckets de photons. C'est vrai que ça marche, mais c'est sûr que c'est un système un petit peu complexe à gérer. Il y a juste Celestron qui fait ça. Oui, il y a Celestron, mais ouais, je pense que tu peux acheter des kits pour remplacer ton miroir secondaire. Là, Faites de base, Celestron. Parce qu'il y en a là, qui vendent des kits que tu enlèves le secondaire, puis là, ça devient interchangeable. Tu mets ta caméra ou tu mets le secondaire. Okay? C'est des systèmes très performants, hein, des F2, là, les Schmidt-Cassegrain. Là, ça, pour faire de la photo grand champ, là, c'est écœurant. C'est vraiment, là, c'est le summum. Mais les kits qui coûtent pas cher et qui sont faciles, c'est ça ici. C'est ce que je vous présente ici, là. C'est exactement ce même kit-là. Ça, c'est un kit qui est usagé, là. Il peut coûter à peu près 2000$ maintenant.
Tout le kit au complet. Le guideur, le télescope, la monture, la caméra CCD, 2000 pièces usagé. Fait que ça a de l'allure, là, ça. Là. On n'est pas obligé d'investir 50 000 là, pour commencer à faire de la photo. Là. On peut se pratiquer avec ça. Là. Ça ne nous dérange pas quand on se rend compte que oh, finalement, je voudrais un télescope un peu plus gros. Ben, il nous a coûté 400 pièces, il n'a pas coûté 4 000. On peut le changer. Mais ça, là, vous pouvez vous amuser pendant des années. Des années. Fait que c'est ce que je vous recommande. Ça, c'est ta recette. Bien, pour commencer, si je travaillerais à la maison de l'astronomie et tu me disais, je veux faire de la photo, ben c'est ce que je te vendrais. OK. Plus que ça, là, tu vas dire, ah, le petit sacrement, il m'a vendu de la Oui, scrap. il t'a vendu quelque chose que tu utilises. Que je ne suis pas capable de contrôler. Parce qu'il y a d'autres contraintes qui s'en viennent, le guidage, le poids, le transport. Fait que tout ça, faut que tu fasses ça. Sur la V5, là, moi, j'ai déjà mis mon Ritchie Chrétien, là, 8 pouces, là, puis ça va très bien. J'ai fait 2 minutes à peu près. Là. Tu changes juste le télescope dessus. Oui, je change juste le télescope. Là. Puis régulièrement, je mettais ma lunette de 4 pouces là-dessus. Là, mais c'est sûr que là, je réfléchis à l'autoguideur. Vous voyez, ça, c'est un autoguideur qui pèse 1 livre. Un 950 avec une chose, tu sais. Ça, c'est une caméra qui pèse 2 livres et demi avec la roue à fil. Fait que c'est sûr que je pourrais pas mettre ça, tu sais. Ça pèse 4 livres, tu as dit 4-5 livres. Fait que déjà, là, c'est plus compliqué. Fait que quand on sait, on réfléchit, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est les choses qui coûtent le moins cher. C'est le fun parce que c'est le kit qui coûte le moins cher. Ça se transporte bien. Ça se transporte très bien. N'importe qui est capable de lever ça. Fait que c'est ce que je vous recommande pour débuter. C'est sûr qu'après 1 an ou 2, là, vous allez dire peut-être que je pourrais aller me chercher un plus gros télescope. Peut-être que je pourrais aller me chercher une meilleure caméra. Mais au moins, vous allez savoir pourquoi. Vous allez expérimenter. Vous allez comprendre votre équipement. Vous allez dire, je veux la caméra à cause de ça. C'est ça que j'aimerais aller chercher. T'sais. Puis là, normalement, vous êtes déjà informé. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous magasinez sur Internet. Puis quand vous l'achetez, vous faites une décision éclairée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit kit-là? Là? Je vais vous le montrer. Là. Ça, c'est toutes des choses que j'ai faites. Il y en a que j'ai faites sans guidage. Il y en a que j'ai faites avec guidage. Ça, c'est exactement ce kit-là. Là. Fait que vous voyez que ça cadre très bien les Pléiades. C'est comme un cadrage à peu près idéal pour les Pléiades. Okay? Fait que ça, c'est un objet qui est, pour un débutant, là, qui est fun à prendre. Moi, je l'ai pris peut-être 7-8 fois. Là. Avant de, tu sais, puis à toutes les fois, je dis, tu sais, puis là, j'apprenais. C'est comme ça que tu apprends. Justement, ça faire la main avec les logiciels, les échantillonnages. Ça, la seule différence, c'est que ça prend un filtre H-alpha ou une caméra défiltrée, parce que c'est une nébuleuse à émission, puis les caméras pas défiltrées, on aurait vu rien que des étoiles. Il n'y aurait pas eu de nébuleuse. Heureusement que ça s'est quitté dans le haut. Tu veux dire, c'est combien de photos de combien de temps? Ça, c'est pas. Ça, c'est une des premières que j'ai faites. Ça, je m'en souviens plus, mais c'est pas tant que ça. C'est genre une trentaine de photos de 2 minutes. En L, là, en HA, si tu veux. Puis après ça, j'ai fait des photos genre de 1 minute en RGB, bin 2. Fait que je fais des sets comme ça roule tout le temps. Je prends une L, RGB, L, RGB, puis je fais ça toute la nuit. Tu sais. Elle, c'est une photo prise sans fil. Mais moi, c'est pas elle que j'ai pris, c'est du H-alpha là, pour avoir le fond. OK? Ça, c'est sûr qu'une DSLR, si elle n'est pas défiltrée, on voit rien. On va juste voir les étoiles. Mais les Pléiades de plus, c'est ça. Ouais, ça c'est Orion. Ça en RGB, là, une caméra ordinaire, là, ça prend des photos de même. Fait qu'on le voit avec le Running Man Nebula puis tout ça. Là. Ça, c'est tout fait avec un kit de même. Là. La plupart de ces photos-là, en fait, c'est même sans guidage. Sans guidage? Ouais, ça c'est sans guidage. 2 minutes, c'est des 2 minutes sans guidage. À Vaudreuil. Ça permet, hein, une lunette? Ouais. Ouais. Ça n'a pas de nom de vocal. Écoutez, moi, là, je capotais, là, hein, parce qu'au CP11 à 2800 mètres, là, non seulement ça, le miroir, il change tout le temps de focus. Okay? Parce que juste le fait qu'il bouge, les différences de température, c'est incroyable comment que j'ai gossé avec ça. Okay? Je capotais. J'arrive ça, là, une lunette, là, des fois, là, ma lunette, comme ça, je la laisse dehors pendant 6 mois. Okay? Jour et nuit, été, hiver, tout ça. Puis après 1 mois et demi ou 2 mois ou 3 mois, il fait beau à soir, j'enlève ça. Je mets mon masque de bâtiment, ça fait 6 mois qu'il est dehors. Le focus, il n'a même pas bougé. Il est encore là, dead on. Parce qu'il y a une petite vis ici qui le bloque. Là. Ça fait que quand je fais mon masque, moi je le mets là. 6 mois après, je défais ça, je fais mon alignement, je prends une étoile pour faire mon focus. Il est parfait. Ça fait 6 mois que mon télescope est dehors. Je capote. Je fais ça là, tout le temps. Là. La Ritchie Chrétien, c'est pareil. Ça se comporte comme une lunette. C'est pour ça que c'est ça que j'ai acheté.
C'est hyper stable, ça bouge jamais. Les miroirs Fait que sont c'est fixes bon. au fond. Les chemins de caseraie, Les c'est deux le miroir sont qui fixes, avance, ouais. puis il recule, puis il bouge. Il a tendance à flopper. C'est pas ton focus. Ouais. Pendant que vous en parlez hier avec Jonathan, on jasait un Schmitt, un Richter chrétien, c'est le secondaire qui se déplace? Non. vers la- Non, c'est le focus, c'est la position de la caméra. Les deux externe. miroirs sont fixes. Les deux miroirs sont fixes. Ouais. Ok. Fait que ça se comporte exactement comme une lunette, c'est super C'est ça beau. que les riches chrétiens qui vendent, c'est mieux. Parce Pour la que photo. le miroir, il est fixe. Pour la photo. Zéro chiffre. Les chemins de casse-grain, c'est les miroirs qui avancent sur un tube et qui reculent. C'est le miroir primaire Il y a un qui petit bouge. jeu dans le miroir. Veut pas. Tu veux ça faire mise au point. Ben, il bouge le gros miroir. En arrière, ça bouge pas. En observation, c'est possible. L'oculaire, il bouge pas. Fait que ça, c'est la nébuleuse de la Californie. Vous voyez, elle rentre pas, là. Il faudrait que j'aille quelque chose de plus grand. À 560, là, elle rentre pas. Puis en plus, là, vous le voyez, je suis à la limite, moi, de mon sensor. Là. Vous voyez que les étoiles sont étirées comme dans un rond ici. Là. Passé à certaines places, là, les étoiles sont étirées, c'est du coma. Fait que là, depuis ce temps-là, moi, j'ai acheté un field flattener parce que mon sensor, il est trop gros pour ce que ça, c'est capable de mettre là. Mais ça, c'est tous des détails là, d'experts. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. Quand vous allez savoir que vous avez un problème avec ça, vous allez savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas grave aujourd'hui, ça change rien. Il y a quelqu'un qui va vous dire achète-toi une lentille à Ouais. Vous voyez, je l'ai mis en diagonale parce qu'elle ne rentre pas, elle non plus. Mais c'est ça, ça c'est fait aussi. Ça, c'est 1h15 d'exposition en RGB. C'est tout. Avec le CCD. Ouais, avec le CCD. 1h15 à Vaudreuil. Fait que c'est pas besoin de faire 6 heures d'exposition. Là. Même C'est avec encore un ma 12 plus pouces, belle. avec un 12 pouces au lac Echo, là, si t'appelles, tu distingues les petites bandes. Ah ouais, Là, quand tu regardes au les visuel, tu détails vois dans les ça. bandes. Tu vois ça au visuel. Tu vois cette bande-là ici. Tu vois peut-être c'est ça, mais c'est à peu près Ah, ça. c'est la grosse en dessous. Ça aussi, tu la vois? Ouais, ouais. Mais faut que tu tournes au télescope un peu pour la distinguer. Fait que ça, c'est ce qu'on fait avec ce kit-là. Ça fait que moi, ce que je vous dis, là, c'est que vous pouvez vous amuser des années là, à maîtriser tout ça. Parce que c'est bien beau avoir l'équipement, savoir comment l'installer, capturer, il faut traiter après. Fait que quand vous allez avoir passé à travers tout ça, ça va faire, on se reverra dans 3-4 ans. Ça va? Fait que ça, c'est pour la première partie. Ça, les objets qu'ils ont montrés, c'est des objets à grand champ. C'est des grands. Ouais, c'était pour quand vous regardez adapter les pour ça, logiciels, là. Le diamètre des objets, c'est des grands. La nébuleuse d'Orion, c'est à quasiment 1 degré, ça. Andromède, c'est à 4 degrés. Vous la voyez large. Mais si vous prenez un objet qui est tout petit, avec une courte focale, comme Ouais, ça, c'est 1,6 mètres de c'est un focale. petit, C'est avec le ça va Richie paraître Chrétien. petit, là. Ça, c'est la nébuleuse du crabe. Cette lunette-là, es-tu capable de faire? Ben oui, mais elle va être grosse comme ça. C'est pour ça qu'on augmente la focale pour aller chercher du détail. Mais là, tu as le seeing. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Là. Tout devient, on amplifie tout. Il faut une plus grosse monture parce que c'est un plus gros télescope. Le guidage est plus compliqué parce qu'on voit plus de détails. Donc, quand ça vibre de même, ça paraît. Avec elle, ça paraît pas parce que c'est 3 fois moins. Fait que ça paraît moins. Puis là, plus grosse monture, plus gros télescope, plus de guidage, plus, on est rendu à 10 000. Le télescope Puis, comme ça marche pas tout le Le temps. télescope comme ça, les amas ouverts, c'est étendu, ça. Un amas gabulaire, la résolution, comme M13, tu vas la voir petite, tu vas les voir picotées. Avec un télescope plus grand, tu vas voir les étoiles résolues. Mais le problème, c'est qu'on dit tout le temps, investissez dans la monture. Ouais, c'est la stabilité. Parce que la stabilité, la précision de la guire, la précision de la monture, c'est pas de fait la différence. Vous allez voir une meilleure CCD que vous avez. Ça, c'est M13, mais à 1 mètre de focale, avec un 4 pouces. Bon, oui, mais là, c'est une JPEG quand même. Là, mais... Je vais juste attendre. Ouais, attends une seconde. Là, je vais prendre un autre logiciel qui est plus intéressant pour agrandir. Ça, c'est à 1 arc seconde, là, de 1.2 arc seconde par pixel. Oh, peut-être 2 heures. Là. Pas beaucoup, c'est très brillant, M13. Je pense que c'est des 2 minutes d'habitude. Ça, oui, c'est une galaxie spirale. Là. Mais vous voyez que la galaxie, elle est petite. Si tu vois du détail, il faut que tu augmentes ta longueur focale. Bien, celle-là, je ne serais jamais capable de la mettre très grosse parce que déjà, j'étais à 1 mètre, on voit ce que ça donne. Ça fait que pour la voir en détail, il faudrait que j'aille à 6 mètres ou 8 mètres. Puis avec notre seeing, je ne verrais rien. Ça serait un bleu. Ça serait pas beaucoup plus. Juste pour revenir un peu à ça, là. En fait, là, ici, là, je pourrais pas la voir vraiment mieux qu'un là. Elle est déjà à 1.2 arc seconde par pixel, ce qui est déjà une archi. Ça veut dire que si je la grossis, là, même si qu'elle prenait toute l'image, je verrais pas vraiment plus de détails que maintenant.
C'est ça que je veux vous dire, là. Ça veut dire que je ne verrai pas beaucoup plus de détails que ça dedans. Même si elle ressemblerait à ça, mais plein écran. C'est ça. C'est ça l'échantillonnage qui nous dit. On ne peut pas aller chercher beaucoup plus de détails. À moins que le ciel devienne bien meilleur. OK? Ben oui. Juste pour dire, lorsque c'est correct, ben ça ne vous empêche pas d'essayer. Martin, l'autre bord, il a pris une image avec un CCD avec une téléphoto 50 mm de la région du Cygne. C'est complètement en dehors des échantillonnages. Oui, mais c'est beau en tabarnouche. Il y a plein de nébuleuses qu'on voit. Ouais. Il y en a qui font des télescopes des plein de voies, tu vas en acheter un, 12 pouces. Puis tu vas prendre, exemple, M13 ou M1, tu vas l'avoir à gauche avec des filaments dedans. Ça ne veut pas dire de ne pas essayer. Non, exactement, c'est ce que je dis. Mais on parle, on commence là. Okay? Mais moi, je parle en moyenne. Pas un 12 pouces quand vous commencez en astrophoto, achetez ça. Non, vous allez, même ça ici. Vous allez vous décourager. Parce que ça demande de la précision. Si là, il faut t'investir, c'est pesant, c'est difficile à ben, il faut que tu connaisses tous tes logiciels, tous les problèmes d'optique, de mécanique, que tu maîtrises tout ça. C'est ce que j'ai à mes étudiants. Je n'ai pas des grosses données. C'est un télescope qui vient avec 4 modules. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est excellent pour du visuel. Ça ne sert à rien pour la photo. C'est impossible. Parce que c'est un Newton là, qui me montre, là, qui a une monture à terre, là, qui est à l'azimut. Un Dobson, excusez. C'est les meilleurs télescopes pour le visuel, les Dobson, parce qu'ils sont gros, ils ne coûtent pas trop cher, puis ils sont faciles à opérer. Mais pour la photo, ils sont complètement inutiles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ben, tu peux le monter sur une monture avec des anneaux. Un Dobson? Oui, moi j'ai le 8 pouces de Skywatcher Dobson 1200. Sur une monture équatoriale. J'ai acheté mes anneaux, ma queue d'avance. Ah, ok, je mets ça. Oui, ça, c'est l'avantage. Oui, oui, ça se fait. Ça sera une grosse monture, là. Ben, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Il faut l'essayer. Il faut essayer. Moi, je vous dis, achetez pas toute le kit. Là. Si vous avez une caméra DSLR, si vous avez n'importe quel genre de télescope, peau chromatique, achromatique, on s'en fout. Là. Allez prendre des photos, vous allez apprendre plein de choses. Quand vous allez acheter votre prochain morceau d'équipement, vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez et pourquoi. Ça va venir. Aujourd'hui, vous ne le savez pas. Et on a commencé souvent, moi j'ai fait TV, j'ai commencé avec les CCD, je me suis acheté des DSLR, puis le côté pratique des comètes. Parce qu'avec une CCD, la comète, elle se déplace. Tu vas avoir ça en couleur, il faut que tu penses à travers les fils, puis là, la comète est déplacée, c'est le bordel. Alors que là, tu sors des images, tu viens qu'elles alignées sur le noyau de la comète, t'en sors super bien. Il y a des côtés pratiques au DSLR, au niveau du coût, au niveau de l'apprentissage. Puis, comme on vous dit, une petite monture de main, c'est facile à utiliser, c'est facile à manipuler, puis tu apprends avec ça. Ah, vous pouvez l'amener au camping, vous pouvez l'amener chez votre ami qui est dans le nord, qui a un chalet, puis ça se monte rapidement. Vous pouvez prendre des photos dans un site noir.